Après les gilets jaunes, les salariés, les écolos, les quartiers et les agriculteurs, c'est au tour de la Nouvelle-Calédonie de se révolter contre le gouvernement. La télé passe en boucle les mêmes images d'émeutes, condamnant les violences, sans réfléchir plus loin. Mais comme avec les gilets jaunes, les salariés, les écolos, les quartiers et les agriculteurs, les mouvements sociaux ne se résument pas à ce que nous montre BFM du bout du doigt. Amis réfractaires, bienvenue dans Actu Réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique, et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des révoltes en Nouvelle-Calédonie. Alors vous savez, la Nouvelle-Calédonie, c'est la colonie française qui se trouve ici, dans l'océan Pacifique, au nord de l'Australie. Ça va faire maintenant la 3e nuit de révolte sur tout le territoire. Majoritairement, les révoltés sont de jeunes Kanaks des zones urbaines. Et en 3 nuits, il y a eu 4 morts et des centaines de blessés. Les jeunes s'organisent sur TikTok, qui a été coupé hier pour empêcher leur mobilisation. Aujourd'hui, Macron a décrété l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et a envoyé l'armée sur place. Comme d'habitude, il appelle au dialogue, mais la veille, l'Assemblée nationale a voté le dégel du corps électoral contre lequel, depuis plusieurs mois, s'insurgent les Kanaks. Et pourquoi ils s'insurgent ? On va vous expliquer. En fait, la situation, elle dure depuis un bail. Ça va faire 70 ans à peine que les Kanaks ont le droit de vote, les Kanaks étant la population native de la Nouvelle-Calédonie. Et avec la vague de décolonisation, eux aussi, forcément, ils ont demandé leur indépendance. Sauf qu'en fait, ils sont pas majoritaires sur le territoire. Faut savoir qu'il y a les descendants des communards, parce que la Nouvelle-Calédonie était une colonie pénitentiaire, où la France a mis au bagne les insurgés de la commune. Puis il y a l'immigration massive de métropolitains qui a été stimulée par l'État à coup de primes d'installation, de défiscalisation, de salaires doublés par rapport à la métropole. Alors il y a des travailleurs philippins, indiens, vietnamiens qui ont été installés sur le territoire pour travailler dans le nickel et le tourisme. Du coup, ça fait que les Kanaks sont mis en minorité sur leurs terres. Il y a eu une succession de reports du vote pour l'indépendance, avec le prétexte de permettre aux Kanaks de s'organiser politiquement, de former des cadres, de politiser la population, d'avoir un gouvernement local et pas que métropolitain avec des représentants Kanaks. Il y a eu des mesures définissant un corps électoral restreint pour ce vote, plus favorable aux Kanaks, avec un critère de présence sur l'île depuis au moins 1994 au plus tard. Sur l'archipel, les inégalités économiques produisent une forme de ségrégation. Le chômage, il avoisine les 25% pour la population kanak, alors qu'elle est à 7% chez les non-kanaks. Bon alors on peut quand même se demander pourquoi la France, dans un contexte comme ça, de révolte depuis des années, tient à maintenir son assise en Nouvelle-Calédonie. Déjà, c'est pour rester implanté dans cette région du Pacifique. Si l'État français tient autant à maintenir son assise en Nouvelle-Calédonie, en fait, c'est pour rester implanté dans cette région du Pacifique, dans des mers donnant accès, notamment, à la Nouvelle-Zélande et à l'Australie. C'est des pays avec lesquels l'État français a des traités de libre-échange qui ont fait l'actu il y a pas si longtemps, rappelez-vous. On passe maintenant au point abonné, puisqu'une abonnée nous a contacté pour nous prévenir que la SFAM continue ses pratiques trompeuses, malgré sa liquidation judiciaire. La SFAM, c'est une société qui proposait des assurances pour des outils multimédia dans ses boutiques Upside Store, mais aussi à la Fnac. On avait été contacté par une lanceuse d'alerte et des clients en 2020 pour enquêter sur les pratiques trompeuses de la société. En gros, la SFAM pressurisait ses équipes, mais arnaquait aussi ses clients à travers des prélèvements et des souscriptions à des polices d'assurance non consenties. Seulement, notre enquête, et d'autres permises par notre petite équipe de l'époque, a commencé à faire chuter la société. Vous avez résumé ça dans une vidéo en juillet dernier sur Canard Réfractaire. Et donc, est arrivé le redressement, puis la liquidation judiciaire qui a été prononcée le 24 avril 2024. Mais depuis, notre abonné et tant d'autres clients ont été encore prélevés pour des assurances. Et ça, alors même que la société n'a plus le droit de poursuivre son activité et que les clients avaient pour certains résilié leur assurance depuis plusieurs années. Cette situation se dénouera une bonne fois pour toutes au tribunal pénal de Paris fin septembre. Et vous pouvez encore rejoindre l'action collective, le lien est dans les sources en description, et si vous avez besoin aussi de faire une demande de créance, tout est en description. Merci à notre abonné de nous avoir alertés, et si toi aussi t'as une alerte à transmettre, hésite pas à nous écrire sur actu@lecanardréfractaire.org. On passe maintenant au bref. On commence avec des images de Gaza où des camions remplis d'aide alimentaire ont été incendiés. Depuis 10 jours, seuls 5 camions humanitaires ont pu franchir le poste frontalier de Rafah, alors qu'il en faut 500 par jour pour subvenir aux besoins vitaux des Palestiniens. La prise de Rafah renforce donc la crise humanitaire à Gaza. Et Netanyahou rejette la faute sur
sur le gouvernement égyptien qui serait à l'origine du blocage de l'aide alimentaire. Il ajoute qu'il n'y a pas de catastrophe alimentaire à Rafah, malgré l'évacuation d'un demi-million de personnes. D'ailleurs, on a encore des vidéos de soldats israéliens qui écrivent les noms des députés insoumis français. De bonnes menaces de la part de la grande démocratie israélienne. En France, une manifestation a eu lieu place de la République à Paris par le comité Urgence Palestine et on y a fait un micro-trottoir que vous retrouverez bientôt sur la chaîne du Canard Réfractaire. Et la prochaine manifestation, elle est prévue le 18 mai. On parle de Paris, Paris, mais dans le Pays Basque aussi, à Bilbao, il y avait une masse de monde, plus qu'à Paris même. Au niveau des étudiants, les occupations d'écoles continuent. Le HESS, je suis pas sûre de comment on dit ça, mais en tout cas c'est l'école de sciences humaines parisienne, elle a été délogée par la police après une occupation qui a mobilisé de nombreux étudiants. Une manifestation était organisée devant le siège de Thales, complice de l'État israélien avant que la police n'intervienne évidemment. Et en Israël aussi, il y a des étudiants qui organisent des manifestations pour demander un cessez-le-feu. Ils brandissent la pastèque, l'emoji aux couleurs de la Palestine, devenu le symbole de la résistance permettant de contourner la censure. On part maintenant aux États-Unis puisque entre 2016 et 2020, Trump avait lancé une série de droits de douane contre la Chine pour permettre aux grandes industries américaines de se développer sur le territoire national. Eh bien, Biden a continué cette politique pendant son mandat et vient d'annoncer de nouvelles hausses contre les produits venant de Chine. La taxe pour les voitures électriques va quadrupler. Pour les semi-conducteurs, les panneaux solaires et certains produits médicaux, eh bien, ça va doubler. Et pour les batteries électriques, les taxes vont tripler. L'Humanité précise que ces taxes ciblées vont concerner assez peu de produits, l'équivalent de 18 milliards de dollars de marchandises. L'important pour le journal, ce ne sont pas les taxes, mais les sanctions qui empêchent le transfert technologique entre les deux économies. L'objectif est de développer une industrie de pointe aux États-Unis pour qu'elle parvienne à exporter à l'international face à leurs concurrents chinois. On finit avec le président argentin, Javier Milei, vous savez, le gars avec la tronçonneuse là. Lui, son gouvernement et tous les riches qu'il représente ont lancé une guerre contre les soupes populaires. Celles-ci, très répandues dans le pays, permettent aux Argentins pauvres d'avoir accès à la nourriture. Et ces soupes sont gérées par des associations ou des syndicats. La politique de Milei renforce la pauvreté et amène donc de plus en plus de gens vers ces soupes populaires qui représentent un grand réseau de contestation dans le pays. Pour rappel, l'inflation est à 300% et plus de la moitié de la population est à découvert à la moitié du mois. Mais malgré la pauvreté, le président argentin a fait baisser les subventions aux sous-populaires et a lancé récemment une série de perquisitions et d'actions en justice pour les démanteler, empêchant les Argentins de pouvoir se nourrir tout en s'attaquant à l'opposition. Le grand groupe médiatique privé Clarín diffuse ces images de perquisition ainsi que les informations personnelles des responsables des soupes pour les exposer aux menaces des milices proches du pouvoir. Pour réprimer les pauvres, il y a donc la combinaison entre l'État, la police, les médias privés et les milices. C'est là-dessus qu'on termine. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude demain à 18 h pour votre prochaine Actu Réfractaire. Merci à tous ceux qui nous soutiennent en nous faisant des dons sur Tipeee et Hello Asso. Et si vous voulez en faire de même, les liens sont en description. Allez, ciao! Quack.